parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Radio Ukraine, Radio Donbass, nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron, mais il l'avait dit au moment du Covid déjà. Nous sommes en guerre et la guerre, ce n'est pas seulement effectivement des bombardements, c'est des morts, ce sont des victimes, des dommages collatéraux. La guerre. Ce n'est pas Apollinaire, Dieu que la guerre est jolie. Mais il faut en parler partout, il ne faut pas avoir deux poids et deux mesures. Et effectivement aujourd'hui, Mariupol, Kiev, Odessa sont bombardés, sont entourés par les forces russes. Mais il se passe aussi que depuis 6 ans, 7 ans, depuis 2014, une région de l'Ukraine Est est bombardée, elle, depuis des années. Et il s'appelle le Donbass. Et une reporter, une journaliste indépendante, qui, après avoir couvert la Syrie et le Haut-Karabakh, elle y est actuellement et on va la voir en direct. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Voilà, c'est un chant des pro-russes du Donbass, effectivement, que vous êtes en train d'écouter. Anne-Laure Bonnel, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour, écoutez, on a essayé de vous avoir depuis, on a essayé d'entrer en contact depuis quelques jours et enfin, heureusement, on vous a aujourd'hui. Il faut savoir que c'est très difficile en ce moment, on sait les communications, que ce soit téléphonique, que ce soit par Zoom, et c'est par Google Duo qu'on vous a aujourd'hui. Alors, Anne-Laure Bonnel, on l'entend, évidemment, la guerre en Ukraine a pris tout le reste, y compris la campagne électorale en France, et c'est normal et c'est logique. Alors aujourd'hui, d'où vous êtes dans le Donbass? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors simplement, si je peux me permettre, je vais rectifier une petite erreur lors de l'introduction. Je n'ai pas couvert la Syrie. D'accord. Je m'y suis rendue. J'ai couvert le Donbass en 2015 en m'y déplaçant à 3 reprises pendant 15 jours. Oui. J'ai couvert le Haut-Karabakh, les Gilets jaunes. J'ai travaillé pour France Télévisions pour des émissions, etc., etc. Je la fais courte. Mais la Syrie, c'est simplement des repérages. Non, mais très bien. Oui, mais enfin, vous y êtes allé quand même, donc c'est ça. Oui. Liban Sud, donc, etc. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas eu de fausses informations. Alors, Anne-Laure, revenons... Non, mais il n'y a pas eu de film. Non, bien sûr. Alors, attention maintenant, parce que... Oui, je sais, mais il ne faut pas non plus vous laisser, et vous le savez, vous savez, dès qu'on sort de quelque chose, les gens ont l'habitude de vous mettre des étiquettes, que ce soit vous ou qui que ce soit qui sort des sentiers battus, et ben on n'a pas à s'en occuper, parce que le problème n'est pas les étiquettes, le problème c'est la vie, c'est la guerre, c'est la mort, c'est ce qui se passe vraiment, et ce sont les faits, surtout, qui parlent. Alors, où on en est aujourd'hui, justement, ma question, dans le Donbass, là où vous êtes? Alors, on en est où? Moi, là, j'entends parler de crise humanitaire, et évidemment, cette crise humanitaire est indéniable en Ukraine. Il faut d'abord, si je peux me permettre au préalable, ne pas oublier qu'il y a eu une première crise humanitaire dans le Donbass en 2014 qui n'a pas cessé pendant 8 ans. Et qui reste tout de même à mes yeux, qui n'a pas été médiatisé suffisamment, ou alors très peu. Oui. Moi, quand je parle de ça, la plupart des gens à qui je m'adresse en France sont étonnés et voire... on y est, on plus ou moins nié la chose, oui. Enfin. Voilà. Ouais. J'aimerais rappeler tout de même que le gouvernement de Poroshenko, donc je ne parle pas des Ukrainiens, je parle du gouvernement, ne mélangeons pas le peuple et c'est le gouvernement, on est bien d'accord. Les deux peuples en souffrent. En 2015, j'avais rencontré donc des Ukrainiens qui refusaient de se battre pendant les combats parce qu'ils avaient le sentiment de se tuer frère contre frère. Voilà. Ouais. Donc ça aussi, il faut le savoir. Oui, il faut rappeler, pardon Anne-Laure, il faut rappeler la proximité entre Ukrainiens et Russes, ne pas l'oublier cela. Mais bien sûr qu'il faut le rappeler. Et surtout ne pas faire de raccourcis, c'est ce qui est aujourd'hui tiré sur l'ambulance et
est très 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 dangereux pour la population civile sur place parce que ça s'enflamme, parce que sur les réseaux sociaux il y a de la colère, il y a de la haine et ça va nous mener droit dans le mur à minima. Donc pour rappeler oui, simplement, 2014, oui, allez-y. 2014, bombardement de la population, Oui. les droits élémentaires, les droits sociaux, le versement des retraites, le salaire des fonctionnaires, donc ça inclut les médecins, Oui. la police, etc., ne sont plus versés par Kiev. Mhm. Les canalisations d'eau, les réseaux de transport sont complètement bombardés. C'est pendant ce moment-là que j'avais été sur place. Et le Kiev interdit, ou alors limite à minima, alors que croyez-moi, il faisait moins 20 degrés, on avait besoin d'aide humanitaire. L'acheminement est vraiment passe au compte-gouttes, quoi. Donc la crise humanitaire, elle date de 2014. Je ne légitime rien, hein, mais je recontextualise parce que je pars du principe que l'histoire se poursuit. L'histoire, avec ses forces souterraines, telluriques, etc., si on ne la comprend pas, là, on a une hystérie qui ne nous mènera à rien de bon. Oui, il faut replacer dans le contexte historique de ce qui s'est passé. C'est indispensable, c'est ce que j'essaie de faire. Les gens ne comprennent pas. L'histoire nous parle. C'est un legs d'informations. Bouillonnant, elle peut nous éclairer l'histoire comme elle peut nous enfermer. Alors, c'est quoi l'histoire? Si on ne la connaît pas, c'est voilà, un scandale. on est d'accord. Alors, c'est quoi cette histoire? Rappelez-nous. C'est quoi cette histoire depuis 2014? Oui. Déjà, pour situer, il y a eu donc cette ségrégation. On ne peut pas parler d'autre. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Je vous prierai également de faire preuve de pardonner ma fatigue. Je comprends, tout à fait. On ne dort pas beaucoup, donc je cherche mes mots et je m'en excuse pour vos auditeurs. Non. Donc 2014, premier point, c'est ce blocus qui a affamé la population. J'ai visité les hôpitaux, j'ai mis certains extraits de mon film. Les médicaments n'étaient plus livrés, les couches n'étaient plus livrées. Quand je rentrais dans les hôpitaux, il y avait une odeur d'urine, monsieur, mais c'était insupportable. Insupportable. Un médecin pour 136 enfants malades, handicapés qui n'avaient plus accès à leurs soins. J'ai jamais vu des images qui m'ont monté comme ça. Oui. Donc la question que je pose, et je ne prends pas parti, encore une fois, mais ce sont des questions de morale, tout simplement. Est-ce qu'un gouvernement a-t-il le droit de bombarder sa population et de la priver de ses droits sociaux? Première question. Les choses se sont envenimées. Rappelez-vous, ça c'est un fait que vos auditeurs doivent avoir à l'esprit. Odessa, en mai, on a tout de même eu une cinquantaine de pro-russes lors d'une manifestation suite à l'interdiction de la langue russe qui a ensuite été retirée. Je pense que vous êtes au courant de ça. Qui ont été enfermés dans la maison des syndicats à Odessa et qui ont été brûlés vifs. La police leur a tiré dessus, les images existent. En mai dernier, c'était en mai dernier. Non, ça. en mai 2014, monsieur. Ah pardon, mai 2014. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire. Oui. Pourquoi tout ça s'est enflammé? Pourquoi il y a eu des rancœurs, des haines? Et à un moment donné, la crise